fait, en Europe, il y a eu deux grandes phases de désindustrialisation. Il y a eu la première qui était à la fin des années 70, début des années 80. Tout le monde a vécu. C'était l'acier, c'était la fin du charbon, c'était toute cette première crise. La plupart des grands pays industriels se sont arrêtés là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas connu de difficultés, mais ils se sont grosso modo arrêtés là. La France a connu une deuxième vague très importante de désindustrialisation qui a commencé grosso modo en 95 et qui pour moi s'arrête vers 2015. Alors pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, il est arrivé grosso modo à l'an 2000, à la fois l'entrée dans l'euro et l'entrée de la Chine dans l'OMC. Et les premières conséquences significatives de l'ouverture des frontières intra-européennes avec le marché unique européen de 1992. Et les 35 heures. Donc tout ça a créé un cocktail qui était un cocktail terrible pour l'industrie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous basculiez dans la mondialisation, qui était une guerre économique radicale, dont on n'avait pas anticipé d'ailleurs la cruauté, et que vous vous interdisiez la possibilité de dévaluer, puisque vous étiez passé dans l'euro, la seule solution pour tenir dans la compétition internationale, pour l'industrie française, c'était une politique de l'offre. Or, on a fait exactement l'inverse. On a fait une politique en fait keynésienne de la demande, de la consommation, du temps de travail. Et par ailleurs, on n'a pas fait les réformes fondamentales qui étaient nécessaires pour rendre la vie tout simplement plus facile aux entrepreneurs de l'industrie française. Réforme en particulier du droit du travail, réforme de la relation sociale, réforme de l'éducation professionnelle. Il a fallu la seule vraie bonne réforme qui a été faite, c'est 2003, c'est la loi Dutreil, qui a permis de désangoisser les entrepreneurs de l'industrie française autour de la question des successions. Avant, oui, c'est toujours plus dilué. Il y a toujours un continuum complet, mais il y a un moment où il est bon dans la manière dont on fait l'historiographie d'un phénomène de prendre une décision qui est grosso modo, ça commence à peu près là et ça se termine à peu près là. Pourquoi est-ce que j'ai pris 95? Parce que 95, c'est la fin de la désinflation compétitive. C'est le moment où l'Allemagne ne va pas bien, et c'est le moment où l'Allemagne commence à faire sa désinflation compétitive, elle, c'est-à-dire sa modération salariale massive. C'est aussi le moment, donc c'est le moment un peu du lâche-soulagement français, où les Français se disent les Allemands vont pas bien, donc tout va bien. Nous, on a fait l'effort, on va rentrer dans l'euro, c'est formidable, etc. D'ailleurs, à l'époque, l'industrie française va plutôt pas mal, les équilibres commerciaux sont bons, il y a en effet des raisons d'être plutôt rassuré. Sauf que c'est le moment où on aurait dû préparer les conséquences de l'entrée de la Chine dans l'OMC. Or, on voit bien que la Chine va entrer dans l'OMC. C'est aussi le moment où on voit qu'on va faire entrer les pays de l'Est dans la communauté européenne, et ils rentreront en 97. Mais 95, c'est l'année où les premières délocalisations massives vers l'Europe de l'Est commencent, avec une vague incroyable. Et on ne veut pas la voir. Voilà. Et puis c'est aussi le moment, en 1995, où commence à monter la thématique de la réduction du temps de travail comme seule solution au chômage de masse. Parce que tout allait bien en France, sauf le chômage. Et on ne se posait pas la question de savoir d'où vient ce chômage de masse exceptionnel en France et qu'on ne trouve pas ailleurs. On pensait que la solution serait le partage du temps de travail, d'où la loi Robien, et puis ensuite les 35 heures. Alors qu'en fait, c'était une contre-interprétation totale, une erreur de jugement complète. La réalité pour laquelle on avait autant de chômage, c'était qu'il y avait des rigidités sur le marché du travail, que par ailleurs la France ne travaillait pas assez. C'est pas qu'elle travaillait trop, c'est qu'elle ne travaillait pas assez. Donc il n'y a pas assez de richesse. Voilà. Bon, ça, c'est des constats qui ont été faits beaucoup plus tard, mais qui ont été faits à l'époque, fermement, ou en Suisse, en Allemagne, en Hollande, au Danemark, dans tous ces pays qui se sont correctement réformés sur la période, et qui n'ont pas désindustrialisé. C'est évidemment multifactoriel, l'explication, mais quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, d'abord, vous remarquerez que ça fait 10 ans que la BPI existe. J'ai attendu 10 ans pour m'y mettre. Et donc je ne suis pas arrivé avec des préjugés. Et même en commençant, au fond, le travail d'écriture, quand j'ai commencé à faire mes interviews d'entrepreneurs, je ne savais même pas que je terminerais par un livre qui serait celui-ci. Je ne savais pas où j'allais du tout. Mais j'avais besoin d'entendre des gens qui me racontent. Commençons par ça. Commençons par écouter ceux qui ont vécu cette période tout à fait dramatique et qui racontent ce qui s'est passé vraiment, dans leur vie quotidienne, d'entrepreneurs de la plasturgie à Oyonnax, d'entrepreneurs du textile à Guebwiller, etc. Et j'en ai fait 47 des entretiens comme ça.
Et quand vous faites ça, eh ben, évidemment, vous avez tout d'un coup sous vos yeux le tableau global de la déformation de la société française de l'époque. Et il apparaît en effet que c'est un contrat social global qui a contribué à la désindustrialisation de la France, au sens où tout le monde s'y est mis. Tout le monde l'a un peu souhaité. Et tout le monde a considéré que c'était en effet fatal. Tout le monde a trouvé que le faiblesse, c'est-à-dire le pays sans usine, c'était très bien. Alors d'où ça vient? Eh bien, les forces sociales qui poussaient l'industrie, qui favorisaient l'industrie, se sont progressivement rétractées. On avait une gauche qui était une gauche productiviste pendant toutes les années 60, et qui, progressivement dans les années 70, sous Giscard, après mai 68, est devenue une gauche de service. Une gauche servicielle. Une gauche un peu convaincue que l'avenir de la France, et d'ailleurs la résolution du problème du chômage de masse, c'était les services. Une gauche qui lisait beaucoup Fourastier. Fourastier avait publié un livre qui était prémonitoire, je crois que c'était en 1948, dans lequel il disait « Un jour, il y aura un pays sans industrie ». Et le Parti communiste, qui était un parti fondamentalement pro-industrie, a connu son déclin à cette époque-là. Et ce qui est monté, d'ailleurs dans les confédérations syndicales de l'époque, les fédérations industrielles ont perdu le pouvoir. Ce sont les fédérations syndicales qui ont pris le pouvoir dans les confédérations. Les syndicats des services publics à la CGT, les syndicats des services privés à la CEDT. Voilà. Et bon, par ailleurs, les médias ont fait un travail de sape gigantesque contre l'industrie. C'est-à-dire qu'on ne voyait que des pneus en flammes, des usines qui fermaient, etc. Voilà. Et enfin, dernière explication, tout l'écosystème dirigeant parisien, à l'époque, la France était beaucoup plus centralisée qu'aujourd'hui, était sous influence idéologique anglo-saxonne. Or, le monde anglo-saxon, c'est-à-dire les États-Unis et la Grande-Bretagne, le monde atlantique, à cette époque-là, a basculé totalement dans cette idéologie du faiblesse. Et donc, les décideurs, que ce soit les chefs d'entreprise, les politiques, les syndicalistes, les médias, tout le monde était dans un aquarium qui pensait ça. Or, c'était une pensée fausse, c'était une chimère. En quoi on peut dire que c'est toute la société française qui s'est fourvoyée. Alors, j'ai voulu me poser cette question-là, effectivement, est-ce que l'euro, par hasard, ne serait pas responsable de la désindustrialisation française? La raison pour laquelle je me suis posé la question, c'est qu'avant ce livre-là, j'en avais écrit un autre sur la réunification allemande. Un autre, pareil, toujours la même méthode. Quand on fait l'histoire du temps présent, on interviewe les gens. Et certains, les Allemands en particulier, que j'avais interviewés, m'avaient dit bon, la réunification a engendré l'euro, et l'euro a engendré pour la France la fin des dévaluations. Or, vous aviez dévalué 16 fois. Donc, votre méthode à vous, votre recette fondamentale, c'était la dévaluation. Vous n'alliez plus pouvoir le faire. Vous alliez donc devoir changer. Or, vous n'avez pas changé. Bon, c'est les Allemands qui m'ont dit ça. Et ça a allumé une lumière que j'ai voulu poursuivre ensuite en investigation. Maintenant, quand on interviewe les entrepreneurs, aucun ne dit que l'euro lui a posé un problème. Tous disent, putain, au contraire, l'euro, formidable. Ça m'a simplifié la vie. Avant, j'avais des dévaluations sans arrêt. La lire dévaluait, la peseta espagnole dévaluait, les scudos portugais dévaluaient. C'était imprévisible, c'était la guerre des monnaies. Avec l'euro, tout ça a été terminé. Et par ailleurs, pour la gestion de mes catalogues de prix, c'était beaucoup plus simple. Donc, les entrepreneurs n'accusent pas l'euro. Je pense que c'est très important d'avoir ça en tête. Hein. Et d'ailleurs, par exemple, moi non plus. Hein, je dis, le problème n'est pas l'euro. Hein. L'euro a été un progrès considérable pour l'économie européenne. Le problème, c'est que le mix politique, économique, qui aurait dû être la conséquence du passage à la monnaie unique, qui était une réforme systémique, fondamentale, n'a pas été appliquée. Autrement dit, la bataille de l'euro n'a pas été lue. Les fondateurs de l'euro pensaient que l'euro forcerait les politiques à prendre des décisions difficiles. C'est l'inverse qui s'est passé. Les politiques ont capturé l'euro. C'est les fameuses déclarations Chirac-Schröder, hein, l'euro, combien de divisions. Les politiques ont capturé l'euro en réalité pour continuer un mix qui, en France en tout cas, était un mix de politique de la demande, alors que ce qu'il fallait, c'était une politique de l'offre. Pour monter en gamme, il faut de l'innovation et des machines. Voilà, c'est tout. Il faut des ingénieurs, des brevets, des machines. Et ça s'appelle du capital, tout ça. Du capital humain et du capital financier.
Donc, quand vous avez une industrie allemande qui est beaucoup moins taxée, elle accumule plus de capital. Ah. Et, bon, première chose. Deuxième chose, pour que les forces sociales, intellectuelles en particulier, aillent vers l'industrie, il faut donner envie. En Allemagne, l'industrie est cœur de contrat social. Les enfants, on les fait défiler dans les usines. Ils vont dans les salons professionnels. La base du contrat social allemand, c'est l'admiration qu'on peut avoir pour l'industrie, la machine. C'est le pays de la machine. En France, c'est pas du tout ça. Donc les jeunes ne sont pas allés sur l'industrie. L'intelligence française n'est plus allée. Elle y allait. À la rigueur, elle a continué d'y aller sur les grands projets. Mais à partir de 1995, il n'y a plus de grands projets. La culture des grands projets de la politique industrielle pompidolienne, giscardo-pompidolienne, se termine à ce moment-là. Et elle se termine notamment sous influence bruxelloise, puisque Bruxelles est allemande, hein, puisque les autres pays européens détestent les grands projets français. Ils sont sur une politique industrielle qui est bottom-up. Ce sont les entrepreneurs qui doivent la faire, c'est ce qu'on appelle le Mittelstand, etc. Or, les PME françaises, les ETI françaises industrielles de l'époque, ne peuvent pas recruter de centraliens, de polytechniciens, de super-héros, etc. Personne n'a envie d'aller travailler dans une PME, dans une ETI industrielle à l'époque. Hein. Et c'est pas encore gagné du tout aujourd'hui. Donc comment voulez-vous monter en gamme si vous n'avez pas les hommes et si on vous surtaxe par rapport à vos voisins outre-Rhin? Voilà ce qui s'est passé. À partir de là, on ouvre le marché à la Chine. Donc vous êtes démunis. Vos produits ne sont pas compétitifs. Eux, ils ont une politique giscardo-pompidolienne complète et qui continue et qui n'a jamais cessé. En Europe, elle reprend cette politique-là. Elle reprend depuis maintenant, grosso modo, la crise du Covid. Hein. Et tout le monde découvre de la politique industrielle à la française. Et c'est ce qu'on appelle les grands programmes européens, les IPCEI, donc sur la batterie, sur l'hydrogène, sur le semi-conducteur, etc., etc. Tout ça parce qu'en sortie de Covid, on s'est découvert à poil. France 2030. Et en France, donc c'est France 2030. Alors France 2030 qui introduit une nouveauté par rapport au grand programme des années 70. Les grands programmes des années 70, c'était le TGV, c'était le nucléaire, d'accord, hein, c'était Ariane Espace, c'était Airbus, donc c'était... France 2030, c'est 50% des sous doivent aller à des petits acteurs, pas seulement les grands groupes. Ça, c'est tout à fait nouveau. Je pense que de toute façon, il y aura une question autour du Buy European Act. On va devoir constater que les Chinois achètent chinois, que les Américains, avec le Buy American Act, qui a été très largement renforcé par Biden, achètent américains. Donc on ne va pas pouvoir rester naïf très très longtemps, notamment dans la tech. Si on veut avoir des grandes entreprises de tech, il va falloir qu'on achète de la tech européenne et qu'on arrête de se jeter systématiquement dans les bras des Américains, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Hein. Ça, c'est tout à fait clair. Qu'est-ce que c'est qu'une politique industrielle moderne aujourd'hui? Bon, évidemment, on ne peut pas tout se payer. Cela dit, il ne faut jamais oublier que l'Europe est le continent le plus riche du monde. Bon, donc, et puis, c'est la grande plateforme industrielle mondiale. Tout à fait à parité avec la Chine. Il faut penser Europe. Il faut penser 450 millions d'habitants. Il ne faut pas penser les 70 millions d'habitants de la France. Donc, France 2030, c'est 54 milliards, c'est gigantesque. Mais c'est 54 milliards qui s'ajoutent au German 2030, Danoise 2030, Swedish 2030, Finnish 2030, Italia 2030. Et chacun fait son job. Hein. C'est d'ailleurs, tout le monde a le couteau entre les dents en Europe en ce moment. Hein. Donc si vous ajoutez tout ça, il est en train de se passer quelque chose vraiment d'important. Alors, bon, il y a des batailles qu'on ne peut pas perdre. Il faut absolument qu'on ait une filière du photovoltaïque en Europe. Il faut absolument qu'on ait notre propre filière de l'hydrogène. Il faut qu'on défende la souveraineté de notre industrie automobile électrique sous les coups de boutoir de la Chine, du Vietnam et de la Corée, là, en ce moment, et de Tesla, bien sûr. Il faut qu'on maintienne notre industrie spatiale et aéronautique. Et il faut impérativement, on est bien parti d'ailleurs, pour qu'on ait une industrie du semi-conducteur européenne puissante. Alors, bon, j'ai envie de dire que dans la French Tech aujourd'hui, tout ce qu'on a construit, l'écosystème, la manière dont c'est bâti, etc., ça va. On n'est pas obligé de s'angoisser sur tout non plus. Hein. Donc, sur la French Tech, on appelle ça de la poudre sèche, hein, c'est-à-dire la quantité de capital disponible aujourd'hui pour être dans les fonds, comités juridiquement prêts à être investis, à peu près 12 milliards d'euros. Donc
c'est quand même considérable. Pas d'inquiétude, moi, vraiment là-dessus. En revanche, dans la durée, tout ça va continuer de croître. Et c'est par comparaison avec les autres pays qu'il faut se projeter. Tous les pays qui ont des fonds de pension, donc de la retraite par capitalisation, ont des masses de capitaux qui sont en croissance constante, qui peuvent investir ensuite. La France a méthodiquement refusé la retraite par capitalisation. Donc cet outil de puissance, elle ne l'a pas. Et je considère que c'est un problème. Alors on me dira, il y a l'assurance vie, de toute façon il y a l'épargne en excès des Français, etc. Donc le problème de l'assurance vie, c'est qu'elle ne peut pas investir autant dans les verticales du capital risque que les fonds de pension américains ou les fonds de pension allemands ou les fonds de pension hollandais. Donc nous avons un problème. Comment est-ce qu'on traite ce problème? Eh bien, il faut aller chercher du capital à l'étranger. C'est toute la question d'attractivité. Autrement dit, il faut que les fonds de pension étrangers et les fonds souverains étrangers investissent en France, sur des thèses françaises, avec un contrôle français quand même. C'est ce que la BPI fait. La BPI va chercher des sous au bout du monde, que nous investissons sur nos thèses dans les entreprises françaises. La loi de simplification qui va être présentée au Parlement est fondamentale. Il faut qu'on arrive à réduire les délais d'ouverture d'une nouvelle usine aux 8 mois qui sont les délais moyens allemands, que les Allemands trouvent d'ailleurs déjà trop longs, puisqu'on parle de Tesla Spin, il s'agit bien de ça, puisqu'il s'agit de l'usine de Tesla à Berlin, qui a ouvert assez rapidement. Et donc voilà, le sujet maintenant, c'est un sujet de raccourcissement des délais bureaucratiques sur l'ensemble de la politique de réindustrialisation française, je puis dire. C'est fondamentalement ça qui nous reste à faire. Voilà. Pour le reste, la réforme de la taxation du capital, elle est bonne, il ne faut pas y toucher. La flat tax, c'est parfait. La réforme du droit du travail, c'est bon. La réforme de l'apprentissage, c'est formidable. La baisse du coût du travail avec le CICE, ça a été fondamental. La réforme des relations sociales, ça va. Le point d'amélioration, encore une fois, c'est les délais d'autorisation et c'est la relation entre les administrations locales et les PME. Voilà. C'est là que les choses vont maintenant se jouer. La BPI est une banque régionale. On a 55 agences et c'est là que tout se passe. Puisque 90% de nos décisions sont prises dans ces agences. Des agences qui sont plus ou moins grosses d'ailleurs. Vous avez des agences qui sont avec 10 personnes, des agences qui sont avec 100 personnes. Ça dépend du potentiel des entrepreneuriales. Donc je suis tout à fait d'accord, c'est dans les territoires que ça va se passer. Que ça se passe d'ailleurs sous nos yeux. Et on passe notre vie dans les territoires. Je pense d'ailleurs que les patrons de PME des territoires en France savent bien que s'il y a une banque qui les connaît, c'est nous. Vraiment. Donc ça, on va continuer. On travaille beaucoup avec les conseils régionaux. Les conseils régionaux nous font confiance. On a une bonne relation avec eux. Ils nous financent. Ils nous donnent les moyens de faire des prêts. Ils nous donnent les moyens aussi de faire des investissements en capital. Donc c'est oui, tout à fait, par rapport à ce qu'on a connu dans les années 90, début des années 2000, une France très centralisée, le monde a changé. C'est comme ce qu'on a fait avec la French Tech en 2013. C'est-à-dire qu'à un moment, pour motiver, donner envie, il faut raconter une histoire complète. Une histoire complète, c'est l'industrie française, elle est encore forte. On a une tradition qui est pluriséculaire. Il y a quantité d'inventions mondiales qui ont été originées par des inventeurs français, qui n'étaient d'ailleurs pas parisiens, qui étaient à Perpignan, qui étaient à Marseille, qui étaient à Toulouse, à Bordeaux, etc. C'est venu des territoires. Et ça existe encore et c'est très fort. C'est très fort. Et donc, nous allons réindustrialiser. Il y a un désir. Et pour ça, on a besoin d'ingénieurs. On a vraiment besoin que les Français comprennent que les plus belles carrières demain seront dans l'industrie. Et ceux qui incarnent ce mouvement, ce sursaut fécond et créatif, avec des très très belles histoires, mais tous les jours, je les vis, c'est le coq bleu. Le coq bleu de la French Fab. Alors pourquoi est-ce qu'on a dit French Fab en anglais? Parce que l'industrie, elle s'exporte à 80%. Donc c'est la marque de l'industrie française dans tous les salons à l'étranger.
Donc le coq bleu de la French Fave, c'est un mouvement de confiance en soi, de fierté, de désinhiber des entrepreneurs de l'industrie française, PME, ETI, essentiellement familiaux d'ailleurs, dans les territoires, qui incarnent ce qui est en train de se passer en ce moment. Il a sa propre musique, il a tout son environnement graphique, il a ses événements. Les erreurs qui ont été faites, c'est que les lycées professionnels, la réforme de l'enseignement professionnel a été quand même un peu dévoyée. C'est-à-dire que les conséquences de cette réforme ont été catastrophiques pour l'industrie. La quantité de sections de lycées professionnels qui étaient consacrées à l'industrie qui ont fermé, qui ont été remplacées par des sections consacrées aux services. La quantité de professeurs qui étaient les anciens, qui savaient, qui avaient la culture de la machine, la culture fine de ce que c'est que le compagnonnage et l'artisanat, qui sont partis à la retraite et qui n'ont pas été remplacés par des gens qui avaient les mêmes compétences qu'eux. Et donc progressivement, l'enseignement professionnel est devenu le refouloir de l'ensemble du système éducatif. On a envoyé, sans qu'on puisse leur construire des parcours et des destins acceptables, au fond, ceux qui avaient les moins bons résultats dans le système éducatif. Voilà. Bon, avec un pourcentage de nos concitoyens dans les lycées professionnels qui sont de la première ou de la deuxième génération d'immigration absolument gigantesque. Donc ça n'a pas été traité, cette affaire. Aujourd'hui, il faut reprendre et il faut réouvrir des sections consacrées à l'industrie. Parce que l'industrie, c'est bien. Voilà. Ensuite, l'apprentissage, bon, la réforme, elle est quand même extrêmement bonne. Il faut simplement que la proportion des apprentis qui vont dans l'industrie, dans le global des apprentis, soit plus important. Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'apprentis qui ne sont pas dans l'industrie. Donc là, il faut... Alors, tout ça, à la fin des fins, revient à donner envie. Donner envie. C'est pour ça que je dis, vous avez aimé Top Chef, on va faire Top Fab. Vous avez tous envie d'être cuistot, parce qu'il y a une émission qui vous montre... à quel point c'est formidable d'être à la fois la tête, les mains, les jambes, dans l'urgence, du coup de feu, de la brigade, avec le chef, etc. Vous avez tous envie d'être pâtissier, mais l'industrie, c'est la même chose. L'industrie, c'est une cuisine. C'est pareil. Il y a des machines, il y a un piano, il y a un chef, il y a quand même une dimension d'autorité. On appelle ça la brigade dans la gastronomie. Et on n'oserait pas appeler ça la brigade dans l'industrie. Mais c'est la même chose. Et donc, allez-y. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez On le fait beaucoup puisqu'on fait un investissement fonds propres par jour. On investit 5 milliards d'euros par an. Donc c'est énorme. L'ancrage français, c'est évidemment au cœur des missions de la BPI. L'industrie, c'est intéressant de vous poser la question parce que, évidemment, on a tellement fait pour les startups en communication médiatique que les gens ont fini par penser qu'on n'était que la banque des startups. Mais on ne l'a jamais été. En fait, les startups n'ont jamais représenté que 15% du job de la BPI. La BPI, elle fait 25% de ses crédits à l'industrie, alors que l'industrie, c'est 10% du PIB, donc c'est 2 fois plus que le PIB, et 65% de ses fonds propres sont investis dans l'industrie. Et depuis longtemps. Et ce que ce livre en particulier me permet de révéler aux Français, c'est que la BPI est une très grande banque de l'industrie, si ce n'est la grande banque de l'industrie. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que les moyens nous sont donnés depuis maintenant 3 ans de réindustrialiser. Ça a commencé avec le plan Deep Tech, janvier 2019, et ça a continué avec le plan Start-up industriel, janvier 2022. Et entre-temps, on a eu le plan de relance, hyper industriel, et on a maintenant France 2030. Et comme la BPI est l'opérateur de ces grands plans, effectivement, depuis 3 ans, on a beaucoup plus de moyens pour produire le sursaut que j'appelle de mes voeux. L'industrie verte, c'est une industrie qui est digitale, électrique. Voilà. Donc la réindustrialisation de la France, elle sera digitale, électrique, nativement décarbonée. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc c'est totalement compatible avec la trajectoire de décarbonation du pays.
C'est même une nécessité que d'ouvrir toutes ces usines décarbonées, parce qu'il y a des usines hyper carbonées que peut-être on ne va pas réussir à décarboner du tout et qui finiront par fermer. Donc si on veut garder un tissu industriel, il faut le renouveler. L'industrie, c'est plastique, en fait. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que les usines qu'on ouvre, les nouvelles, elles sont nativement écolo. Voilà. Donc il n'y a pas de contradiction entre réindustrie. C'est par rapport au type de produits qu'elle fabrique sur les produits sont éco-conçus. L'énergie est électrique. Ça, c'est sûr qu'on ne va pas réindustrialiser avec des gazons intensifs. Et c'est des usines qui sont ultra digitalisées. Donc construites pour être hyper sobres dans la consommation des intrants. Ça peut, mais moi j'ai toujours pour réflexe de considérer que les autres pensent exactement la même chose que nous au même moment. Alors parfois on a une avance d'1 an, mais jamais tellement plus. En fait tout le monde s'y met. C'est toute l'Europe qui est en train de faire complètement pivoter son appareil productif. Et ce que je souhaiterais en tout cas, c'est qu'on ne puisse pas dire un jour ce qu'on dit aujourd'hui des années 2000, à l'époque, en 2022, ils n'ont pas lu la bataille. Ils se sont fourvoyés. Ça, je ne veux pas qu'on dise ça, quoi. Je veux qu'on puisse dire, ils ont fait le max. Ben, j'ai lancé un appel chez un de vos confrères qui s'appelle Madines, dans lequel je dis en effet que il va y avoir des vies professionnelles pleines d'aventures, de contenu, et très très belle carrière dans l'industrie. C'est vraiment le moment d'y aller. Je dis aux jeunes en particulier, évitez de passer par la case conseil avant de commencer à être actif, quoi. Si vous voulez être ingénieur dans le monde de la transition, eh ben soyez ingénieur dans le monde de la transition. Ingénieur dans le monde de la transition, c'est d'ailleurs pas un ingénieur généraliste. Quand vous montez une éolienne, il faut des mécaniciens, il faut des métallurgistes, il faut des physiciens, il faut des... Soyez ces gens-là. On a besoin de vous. On a besoin de vous.